Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionnent les cycles de marché du Bitcoin. Alors, la caractéristique du marché Bitcoin, c'est que les cycles de marché du Bitcoin sont étroitement liés à ce qu'on appelle le halving. C'est-à-dire que le Bitcoin a cette caractéristique d'être miné. Si vous ne savez pas ce que c'est que le minage de Bitcoin, je vous invite à aller voir dans la description le lien vers mon e-book Comment investir dans la crypto-monnaie, qui explique très pédagogiquement, notamment pour les débutants, qu'est-ce que c'est que le minage, la blockchain, si vous partez de zéro. Simplement, pour faire court, le minage de Bitcoin, ça consiste donc pour les mineurs à résoudre un certain nombre d'équations mathématiques complexes pour sécuriser une transaction financière sur la blockchain. Une fois que le bloc est rempli, que toutes les équations ont été résolues, le bloc est fermé, on passe au suivant et personne ne peut modifier ou compromettre les données qui sont dans le bloc. Alors il faut savoir qu'à la création du Bitcoin en 2009, la récompense était de 50 Bitcoins par bloc. Euh, Ensuite, en 2012, donc plusieurs années plus tard, il y a eu le premier halving. Donc, quand on parle de halving, c'est l'anglais half, la moitié. C'est-à-dire que la récompense de bloc a été divisée par 2 et est passée à 25 bitcoins. Ensuite, en 2016, la récompense est passée à 12,5 bitcoins et ensuite à 6,25 bitcoins en 2020. Et enfin, en avril 2024, donc tout récemment, je tourne cette vidéo en juin 2024, la récompense de bloc est passée à 3,125. Il faut savoir que la difficulté de minage augmente aussi au fil du temps. C'est-à-dire qu'au début, vous pouviez littéralement miner du Bitcoin, je caricature un peu, mais à peine, avec une calculatrice Casio. Aujourd'hui, pour miner du Bitcoin, les mineurs ont besoin d'un matériel extrêmement puissant, complexe, très cher à l'achat, qui demande beaucoup d'énergie et qui produit beaucoup de chaleur. C'est ce qui maintient le prix du Bitcoin relativement élevé, puisque pour que les mineurs continuent de miner, il faut que ce soit rentable. Et évidemment, vu que la difficulté de minage et le coût des équipements augmentent au fil du temps, il faut que le prix du Bitcoin reste relativement élevé pour que ça reste rentable, ce qui est assez logique. Donc il faut bien comprendre que le marché Bitcoin est étroitement lié à ce phénomène de halving qui a lieu donc à peu près tous les 4 ans. La date n'est pas fixe, mais il faut retenir que c'est à peu près tous les 4 ans qu'il y a donc ce halving. Si on regarde sur le graphique ci-dessous, on voit bien donc les différents halvings sont mentionnés et on a l'évolution du cours du Bitcoin par rapport à ce halving. On voit bien qu'en partant en 2013, bon, le Bitcoin ne coûte à rien par rapport à aujourd'hui. Au 15 juin 2024, on est quand même sur un prix du Bitcoin à 66 000 $, plus de 66 000 $. Ce qu'on note, c'est que le cours du Bitcoin a, au cours des différents halvings, eu tendance à augmenter après le halving. C'est-à-dire que vous n'avez pas le halving et dès le lendemain, ça explose, hein. Il se passe généralement plusieurs mois pour que le prix du Bitcoin monte. Et ça ne se fait pas de manière linéaire. Vous avez un pic, donc c'est le bull run en fait, ce qu'on appelle, c'est une notion qui n'est pas propre aux crypto-monnaies, qu'on utilise aussi de manière générale dans le cadre des marchés financiers, notamment la bourse. Vous avez le bull run, donc qui dure plusieurs mois, peut durer jusqu'à un an et demi. À un moment donné, ça va se tasser, et ensuite vous avez le bear market, c'est-à-dire que le prix du Bitcoin retombe. Alors, si on regarde le dernier halving qui a eu lieu en avril 2024, la caractéristique vraiment très très particulière de ce halving par rapport au précédent, c'est que le prix du Bitcoin s'est apprécié avant le halving et non pas après. Mais c'est lié à un seul phénomène, c'est l'adoption des ETF Bitcoin par la SEC, l'autorité des marchés financiers américaine,
qui du coup a tiré le cours du Bitcoin vers le haut. BlackRock notamment est rentré sur le marché et a acheté énormément de Bitcoin. Donc ce halving a cette particularité qu'effectivement il y a eu une petite explosion avant le halving et non pas après. Ceci étant, on a encore de la marge. C'est-à-dire que si on regarde par rapport à 2022-2023, quand le marché crypto était littéralement claqué au sol, bon, c'était vraiment le bon moment pour rentrer dans le marché. Ceci étant, pour les gens qui ne sont pas encore rentrés sur le marché Bitcoin et crypto à l'heure actuelle, il y a encore de la marge. Très vraisemblablement, dans les 6 mois ou un an à venir, il est fort possible que le Bitcoin continue de s'apprécier. On le voit bien par rapport au précédent cycle. Il suffirait par exemple que la Réserve fédérale américaine, la Fed, à l'automne 2024 annonce des baisses de taux pour que on puisse potentiellement voir les conséquences sur le marché boursier et sur le marché crypto. Alors, bien évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, mais on a pu remarquer lors des différents cycles que lorsqu'on a des baisses de taux directeurs au niveau des banques centrales, bah forcément les marchés ont tendance à bien réagir, le Nasdaq notamment, et le marché crypto aussi. Alors, quand on regarde la capitalisation du Bitcoin, si j'insiste sur l'importance du halving, c'est parce que le marché crypto est vraiment trusté, tracté par Bitcoin, et dans une moindre mesure par Ether, donc la crypto-monnaie Ethereum. Quand on regarde la capitalisation totale, on est quand même sur 1 trillion 30 pour Bitcoin. Et sur Ether, donc la deuxième, on tombe déjà à 424 milliards en termes de capitalisation globale. Ensuite, en 3, on a Tether, qui est un stablecoin adossé sur le dollar US. Là, on tombe à 112 milliards et ainsi de suite. Quand on prend sur le tableau donc la 15e valeur, Chainlink, là, on est à 8 milliards 83. Donc, on comprend bien que c'est quand même le roi Bitcoin qui mène la danse. Même si sur le tableau, la plupart des cryptos qu'on voit ne sont pas des cryptos qui se minent, ce sont des crypto-monnaies qui reposent sur un consensus dit de proof of stake, qui ne nécessite pas de minage. Bitcoin reste quand même le roi des crypto-monnaies. Et donc du coup, quand le cours du Bitcoin explose, mécaniquement, le cours de ce qu'on appelle les altcoins a tendance à s'apprécier aussi. Alors on voit, par rapport à ce que je disais, donc sur une année, le Bitcoin s'est apprécié de 150%, l'Ether de 105%, Solana en numéro 5, 845%, ce qui est énorme, donc ça en fait un gros concurrent d'Ether. On a aussi bon, Dogecoin qui est un même coin qui s'apprécie de 119%, etc. Avalanche aussi, une belle progression, 163%. Et donc, on pourrait penser qu'il est trop tard pour investir. Ceci étant, on parle de crypto-monnaie. C'est un marché qui est risqué. Ça, je mentirais en disant le contraire. C'est un marché qui est volatile, effectivement. Mais ce risque et cette volatilité supposent que vous pouvez avoir des augmentations bien supérieures à ça. Donc, comme je le disais, il y a encore de la marge. Les cryptos peuvent encore exploser bien plus que ça. Pour bien comprendre comment fonctionnent les cycles de marché pour le Bitcoin, on peut se référer au cycle de Weinstein, qui concerne pas seulement les cryptos, mais les marchés financiers au sens large. C'est-à-dire que en phase 1, on a la phase de fondation, donc là ça correspond au bear market, donc typiquement pour les cryptos les années 2022-2023, avec un cours du Bitcoin extrêmement bas, moins de 20 000 dollars. En phase 2, on a la phase d'expansion, celle dans laquelle on se trouve actuellement, c'est-à-dire que le cours des cryptos s'est apprécié, notamment suite à l'adoption des ETF Bitcoin, une forme d'institutionnalisation, de reconnaissance des cryptos par les marchés financiers classiques. Donc c'est la phase dans laquelle on se situe.
Ensuite, en phase 3, on aura la phase de stagnation. Donc ça, c'est quand on sera au pic du bull run. Ensuite, la phase de glissade et retour vers la phase de fondation, donc retour en bear market. Il faut bien comprendre que comme pour tout marché financier, le marché crypto, c'est une alternance de bull run et de bear market. Simplement, le marché crypto a cette caractéristique par rapport à la bourse d'être beaucoup plus volatile et d'avoir un bear market et un bull run beaucoup plus marqué. Alors actuellement, donc comme je le disais, on est sur la phase d'expansion. Euh, le cours, à l'heure où je fais cette vidéo, donc mi-juin 2024, le cours du Bitcoin est à 66 000 $, donc forcément il s'est apprécié par rapport à l'année 2022, il était tombé de mémoire à 16 000. Ceci étant, n'est pas à l'abri d'un prochain ATH, all-time high, qui pourrait faire 100, 150 et plus si affinité. Après, je dis ça, c'est évidemment pas une projection, c'est juste pour dire que si certaines personnes souhaitent rentrer sur le marché des crypto-monnaies, il est encore temps de le faire, mais il n'est pas forcément très pertinent d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, puisque quand le Bitcoin aura atteint 150 000 $, là, il sera clairement trop tard pour rentrer. Ou disons, si vous rentrez à ce moment-là, vous risquez une dégringolade du cours et devoir attendre le prochain marché haussier, donc potentiellement plusieurs années, pour pouvoir prendre une plus-value, ce qui n'est pas forcément très stratégique. Alors, souvent, donc, les gens se demandent si Bitcoin et Ether, donc la deuxième crypto derrière Bitcoin, ne sont pas devenus trop chers pour qu'on puisse investir dedans. On rejoint donc l'éternel débat des gens comme Warren Buffett, pour qui j'ai un immense respect, hein, mais qui ne voit pas l'intérêt des crypto-monnaies. En même temps, ce monsieur a près de 100 ans, donc on ne peut pas lui en vouloir s'il n'apprécie pas particulièrement cette invention. De l'autre côté, on a les maximalistes du Bitcoin qui ont une approche quasiment religieuse du Bitcoin, qui pensent que cette monnaie va protéger les citoyens et leur permettre de se libérer des méchants banquiers centraux. Donc comme d'habitude, la vérité se situe entre ces deux extrêmes. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière les crypto-monnaies, on a une technologie révolutionnaire, la blockchain, qui a marqué le début du XXIe siècle avec l'intelligence artificielle, de la même manière que Internet a marqué la fin du XXe siècle. Donc investir dans la crypto, c'est surtout investir dans la blockchain. Si vous ne voyez pas concrètement quels sont les différents bénéfices que peut apporter la blockchain à l'humanité, n'hésitez pas à aller voir mon e-book, le lien est en description, dans lequel j'explique justement quels sont les cas d'emploi de la blockchain et pourquoi elle est utilisée et comment. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que une crypto-monnaie, c'est surtout un actif numérique qui ne sert pas nécessairement à payer sa baguette de pain, parce que souvent, les gens qui sont opposés aux cryptos disent oui, mais ça sert à rien, Bitcoin, je peux pas payer ma baguette avec. Alors, ce raisonnement est très réducteur, puisque quand vous investissez, vous achetez par exemple un Napoléon en or, un franc Napoléon, bah, c'est pas pour payer votre baguette de pain. Donc de la même manière, quand vous investissez dans le Bitcoin, vous investissez dans un actif numérique qui n'a pas forcément vocation à servir de monnaie d'échange. Par ailleurs, il existe des crypto-monnaies qui permettent de payer vos courses. Ça s'appelle des stablecoins. Vous avez des stablecoins adossés au dollar US, certains sont même adossés à l'euro. Il existe des cartes crypto qui permettent de payer en crypto. Alors je ne conseille pas forcément d'utiliser ces cartes crypto parce que quand vous allez devoir déclarer vos plus-values au fisc, le calcul va être extraordinairement compliqué, donc il n'y a pas forcément de plus-value à faire ça, sauf si vous résidez dans un pays où les cryptos ne sont pas taxés, quel cas oui, il n'y a pas de problème. Mais voilà, tout ça pour dire que déjà c'est possible, on peut payer avec des crypto-monnaies. C'est sûr que Bitcoin n'est pas forcément étudié pour, enfin, vu sa volatilité déjà et son prix. Mais pour moi, c'est un faux débat. Alors après, comme pour tout investissement, même si ceci n'est pas un conseil en investissement, de manière générale, il est quand même recommandé, il y a un consensus pour dire qu'il est recommandé de commencer par les valeurs sûres. Il y a un certain nombre de gens qui se disent, bon, bah, je vais rentrer sur le marché crypto, je vais investir dans les mêmes coins, voilà.
Pépé la grenouille, c'est rigolo, Dogecoin, Shiba Inu, j'en passe et des meilleurs. Gardez quand même en tête que les mêmes coins se relèvent plus du casino que de la création de valeur. Autant vous avez un certain nombre d'altcoins qui sont utiles, de blockchains qui sont utiles, qui sont utilisés au quotidien par les systèmes bancaires, par des grandes entreprises, donc qui ont une valeur réelle, qui délivrent de la valeur. Autant quand on parle de memcoin, là évidemment on est sur des créations extrêmement volatiles et avec une utilité très discutable. Euh, donc quand j'entends dire que Bitcoin et Ether sont trop chers et qu'il convient d'investir dans Pépé la grenouille parce que c'est pas cher, bon, il faut évidemment pas raisonner comme ça. Surtout voir derrière quelle est la valeur de la crypto. Et clairement, Bitcoin et Ether sont les deux plus anciennes cryptos et les deux principales en termes de capitalisation. Donc la question de savoir si c'est trop cher ou pas n'est pas forcément pertinente parce que là encore, il y a de la marge à la hausse. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça m'aide énormément. Et je vous dis à la prochaine.